On est parti? On est parti. Bon, bonjour à tous et toutes. Ça me fait très plaisir de vous présenter à distance cette conférence que j'ai donnée pour la première fois à Paris Web en octobre dernier. Je vais me présenter rapidement après vos merci. Je suis développeuse Ruby on Rails après une reconversion par le wagon. J'ai travaillé en start-up, en ESS et dernièrement pour le service public. Et, avec Lisa et Agathe, on a fondé l'asso Women on Rails qui fait encore parler d'elle grâce à l'excellente newsletter tech créée par Juliette et Camille. Juliette que vous avez pu voir tout à l'heure. À la fin de la présentation, je vous donnerai le lien de la présentation, donc ça vous permettra d'avoir accès aux ressources que j'ai mis en lien. Donc pas besoin de noter les sources, je vous donne tout à la fin. Avant de commencer, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'hommes présents, tout n'est pas à prendre pour vous. On va parler d'un problème systémique qui dépasse chacune de nos individualités. Même si vous trouvez ça un peu piquant, j'ai fait un énorme effort pour arrondir les angles pour que ça soit le moins violent possible pour vous. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je pense qu'il est un peu nécessaire d'expliquer d'où je parle, quel est mon contexte personnel qui fait que je suis là aujourd'hui devant vous pour vous parler de discrimination. J'ai fait une reconversion dans le développement web il y a 8 ans de cela et je suis une femme blanche, aujourd'hui cis et hétéro, et je fais donc partie d'une minorité dans la tech, femme et reconvertie. Mais il existe, comme l'a dit Juliette tout à l'heure, d'autres groupes sociaux discriminés, des personnes racisées, LGBT, handicapées, grosses de plus de 50 ans. Et qu'est-ce que j'essaye de vous dire en vous racontant cela, c'est que j'ai besoin que vous gardiez en tête que les personnes qui cumulent les discriminations ont très certainement vécu des situations pires que celles que je vais vous raconter. De quoi je vais vous parler? Alors, ça va être en 3 parties. Je pense que vous devez tous avoir faim, donc je vais essayer d'être un peu rapide. Mais je vais commencer par parler de mon vécu, des petites phrases anodines que j'ai pu entendre et leur impact. Ensuite, on va essayer d'examiner un peu plus profondément le problème et surtout qui est responsable du problème et pourquoi. Et enfin, on essaiera de faire un petit tour exhaustif de l'ensemble des actions possibles pour faire bouger les lignes. Donc c'est parti, des petites phrases anonymes. Le meilleur moyen de vous faire comprendre ce que j'ai vécu en 8 ans dans la tech, vous partagez les petites phrases que j'ai entendues depuis ma reconversion, des petites phrases en apparence anodines, mais qui ont un sacré pouvoir de nuisance. Ah bon, tu connais pas ce concept informatique de base? Cette phrase, toutes les personnes reconverties l'ont entendue. C'est l'argument d'autorité, ou pour mieux parler aux nerds, le marteau de Thor des ingénieurs. Cette phrase, elle te renvoie irrémédiablement au fait que tu n'as pas fait d'école d'ingénieur. C'est celui qui a la plus grosse mémoire, bien sûr. Ici, on ne parle pas de la capacité à apprendre, ni de la capacité à évoluer et embrasser des projets, juste la capacité à régurgiter ses souvenirs de bachotage à un instant T comme unique critère de laisser-passer. Ici, si tu n'as pas autant bachoté que ton interlocuteur, tu ne peux pas accéder au statut de développeur. Cela s'appelle du gatekeeping. Toi, tu sais parler aux gens. Et oui, tu sais pas parler, toi? Comme une grande partie des humains de cette planète, j'ai la possibilité de communiquer avec les autres humaines qui m'entourent. Fou, non? Mais bizarrement, ce trait n'est valorisé qu'essentiellement chez les femmes et uniquement hors période d'évaluation annuelle. Pour vous donner un exemple, à mon premier poste, on m'a mis dans une team support parce que, vraiment texto, je savais parler aux gens. Et donc, je me suis retrouvée à faire du glue work. Ce travail informel et pourtant essentiel qui consiste à lier entre elles les parties prenantes d'un projet. Que font les développeurs, les vrais, pendant ce temps-là? La technique, pure et dure. Pendant que toi, tu progresses techniquement, moi, je stagne. Et si, moi aussi, je préférais parler avec une API en SOAP plutôt qu'avec le responsable marketing, tu trouverais ça bizarre? En tout cas, ça me serait plus utile venu le moment de demander une augmentation. C'est clairement de la responsabilité des entreprises d'écrire des plans de carrière avec des objectifs techniques et humains pour tous les membres de vos équipes. Sinon, vous entretenez un statu quo qui bloque uniquement les femmes sous un plafond de verre technique. T'es pas assez technique pour ce poste. Vous le voyez venir, le mur infranchissable? Tu fais du glue work parce que personne ne le fait et que ça arrange tout le monde. Tu progresses moins vite techniquement que tes collègues masculins. Et quand on te donne enfin plus de responsabilités, on te dit que tu n'es pas assez technique. Malin, les gars. Celle-là, elle m'a fait particulièrement mal parce que c'était de la part d'un allié, la personne qui était censée m'aider à progresser. Ça s'appelle une critique bienveillante humiliante ou comment saper, rabaisser une femme tout en étant sympa. Tu pourrais sourire un peu plus? Ça met une mauvaise ambiance sinon. Celle-ci, je l'ai entendue dans un moment crucial de mon évolution de carrière. Je demandais de la reconnaissance pour les responsabilités que j'occupais en plus de ma fiche de poste, notamment encore pas mal de glue work. Mon manager refusait de me promouvoir.
Et dans le cadre d'une négociation ouverte, il a choisi de me considérer non pas pour mon ambition, mais pour ma condition de femme. Établir un plan de carrière correspondant à mes compétences acquises et mon ambition? Non. Refuser un avancement en me rappelant une attente sociale genrée? Oui. Les hommes ici présents dans la salle, est-ce qu'on vous a déjà demandé de sourire plus pour nous divertir? Alors, je ne vous vois pas, mais j'imagine que c'est non. Voilà, ça s'appelle du sexisme crasse. Des petites phrases comme ça, j'en ai d'autres en stock, promis. Mais on va s'arrêter là parce que je crois que vous avez compris qu'elles ne sont pas anodines, ces phrases. Elles ont un impact. Contrairement à ce qu'on a pu me dire quand j'ai osé réagir, ce n'est pas de l'humour, c'est méchant. Je ne prendrai pas de recul, j'ai le droit de m'enflammer et oui, je suis assez technique. Elles ont un impact parce qu'elles introduisent le questionnement suivant en vous. Est-ce que je suis une vraie développeuse? Est-ce que j'ai ma place dans la tech? Cette phrase, ça fait 8 ans que je me la pose. Et à force d'entendre ces petites phrases qui alimentent ma petite voix intérieure, juge impitoyable, j'en suis presque arrivée à réaliser la prophétie autoréalisatrice posée par ces petites phrases. Je ne suis pas une vraie développeuse. Chaque phrase prise en elle-même, elle a un impact limité, même si chacune est profondément problématique. Mais une remarque par ici, ajoutée à une autre, puis à une autre, et encore à une autre, ça a un effet cumulatif terrible. Ces phrases, elles finissent par user la certitude de nos compétences, alimentent notre syndrome de l'impostrice, bloquent notre carrière, sapent notre confiance en nous, demandent en contrepartie une exigence personnelle dingue. La conclusion, c'est souvent la même, c'est l'épuisement. Parlons même de burn-out parce que on s'épuise à essayer de gagner de la reconnaissance auprès d'un groupe qui ne vous la donnera jamais. Peut-être que c'est l'intention de ces personnes, nous rappeler à nos fourneaux pendant qu'ils s'occupent des trucs compliqués, nous faire sortir de la tech parce que ce n'est pas notre place. Et qu'est-ce qui nous reste comme option quand on a épuisé toutes nos ressources? Quitter la tech? Qui, dans la salle, a entendu ce genre de remarques déplacées, les blagues potaches qui ne fait rire qu'eux? Qui s'est déjà posé la question de sa place, de ses compétences? Qui a déjà envisagé de quitter la tech? Seule, je pourrais croire que c'est moi qui interprète tout, qui me montre le bourrichon, que je n'ai pas eu de chance, mais quand la moitié des femmes en poste quittent la tech après 35 ans, comme on peut le voir là dans les stats, je sais qu'il y a un problème plus vaste, un problème systémique. Et qui coûte cher. Parce que, est-ce que c'est si grave si les bonnes femmes quittent la tech, hein? Après tout, on serait un peu plus tranquille, non, sans ces casseuses d'ambiance? Eh bien, le problème, c'est que ça coûte cher. Cher aux personnes concernées, dont la carrière plafonne, cher aux entreprises privées d'un pool de candidates ou d'une réputation pas terrible, cher aux hommes aussi qui aimeraient faire autre chose que patauger dans une culture toxique. On a déjà beaucoup de mal à faire rentrer des femmes dans la tech, mais en plus, quand elles y rentrent, elles restent pas. C'est chaud. Et turnover, pénurie de profils, recrutement compliqué et qui dure, une étude américaine montre que le turnover dû au sentiment d'injustice dont je vous parle coûte environ 16 milliards de dollars par an, à peu près équivalent à ce qui nous manque pour payer la retraite. D'ailleurs, faites la grève mardi. Maintenant qu'on a posé le problème, j'aimerais, avant de proposer des pistes pour le résoudre, essayer de comprendre les causes. Qu'est-ce qui se joue dans la tête de ces personnes quand elles s'autorisent ces remarques déplacées? Attention, je rappelle qu'avant de me tomber dessus parce que vous vous sentez visé ou que vous n'êtes pas comme ça, vous, ne le prenez pas personnellement. Je vous raconte un problème global qui ne vous concerne pas vous directement. 100% de ces remarques m'ont été faites par des hommes cis blancs. Cis, ça veut dire dont le genre correspond à celui qui a été assigné à la naissance. Mais pourquoi sont-ils aussi méchants? Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub Orangina Rouge avec ce bonhomme avec sa tronçonneuse qui était très méchant. Et quand on lui demandait pourquoi il était aussi méchant, il répétait « parce que !» Ben, moi, je suis du genre à essayer de comprendre pourquoi il est aussi méchant. Et dans notre cas particulier, il se passe quoi dans la tête de ces personnes pour qu'elles s'autorisent à faire ce genre de remarques déplacées? J'ai longtemps cherché et l'été dernier, il s'est passé un truc pas cool dans ma vie qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, on était toutes et tous des agents de la société avec comme mission de faire respecter les normes établies. Ça a fait tilt dans ma tête et je me suis mise à appliquer la même chose à ce que j'avais pu vivre dans la tech. C'est parti pour un petit cours de socio. Alors attention, mon domaine d'expertise n'est pas la sociologie, mais je me suis beaucoup documentée sur le sujet pour cette conférence et je ne pense pas dire d'ânerie dans la suite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de contrôle social informel? C'est un concept sociologique important qui fait partie vraiment intégrante de nos vies et auquel, tour à tour, on a été soumis ou actrice. Je parle du contrôle social, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des pratiques sociales, formelles ou informelles, qui tendent à produire et à maintenir la conformité des individus aux normes de leur groupe social, sans relever de règles écrites.
Dans la vie de tous les jours, il est surtout pour éviter les comportements déviants à la norme. Dans le plus basique des cas, ça peut être du vol. Mais il s'applique aussi à des choses plus subtiles. Par exemple, prenez un garçon qui se met à porter des robes. La règle tacite de notre société est la suivante: les garçons ne portent pas de robe. La réaction de l'entourage qui se veut bienveillante est: peut-être que vous devriez lui laisser porter des robes uniquement à la maison, il va souffrir sinon. Par cette simple phrase, on va faire comprendre aux parents que la société est dure, mais qu'il ne faut pas déroger à ses peines, à ses règles, sous peine d'en subir les conséquences. Isolement de l'enfant, moquerie, etc. Là où le bas blesse, et on vient de le voir, c'est que le contrôle social, c'est souvent utilisé à des fins de domination. C'est un outil d'oppression envers les groupes dominés. Et si on regarde cette phrase, il y a quelque chose qui devrait vous alerter. Il est l'un des canaux par lesquels les hiérarchies sociales sont produites et légitimées. Ça vous rappelle rien? Retournons à la tech. Promis, vous allez voir de quoi je parle. On parle d'un groupe social homogène dominant. 7 employés sur 10 sont des hommes, 4 managers sur 5 sont des hommes. Donc un groupe social dominant qui exclut les autres groupes sociaux dominés. J'en ai parlé dans mon introduction. Donc on parle des femmes, des personnes racisées, LGBT, reconverties, handicapées, grosses, plus de 50 ans, qui utilisent plusieurs techniques. Donc on en a vu quelques-unes: le sexisme bienveillant et hostile, des moqueries, des brimades, la condescendance, la valorisation de certains caractères aussi. On a beaucoup parlé des 10-time engineers, du gatekeeping ou du gaslighting. Et pourquoi ils font ça? Pour ne pas perdre leurs privilèges. Effectivement, il y a des salaires élevés, les prises de décision, elles sont faciles. C'est plus compliqué de prendre des décisions quand il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes vécus, les mêmes avis que les 4/5e de l'équipe. Ce groupe social a une position sociale avantageuse, et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit peu de peur de l'inconnu? C'est QFD, non? Attendez, ne partez pas, j'ai encore quelques petits trucs à vous dire. Quand on est face à ça, on aurait tendance à se dire qu'il n'y a rien à faire, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. La société, elle évolue, les lignes, elles changent, les normes changent et évoluent. Vous en voulez une preuve concrète? Vous ne me voyez pas là, mais je suis une femme et je porte des pantalons. Et même si l'abrogation de l'arrêté interdisant aux femmes de porter des pantalons date de 2013, ça fait quelques années quand même que les femmes ont pris le droit de porter des pantalons. Alors allons-y pour essayer de voir comment on peut organiser la riposte et faire bouger les lignes. Comment on fait pour faire bouger la ligne et quels sont les acteurs et les actrices de ce changement? Je vous propose d'abord de voir des actions individuelles qu'on peut mettre en place quand on fait partie d'un groupe social dominé, puis de regarder en tant qu'individu socialement dominant ce qu'il faudrait faire pour éviter de perpétuer ce système excluant. Et enfin, les entreprises ont un grand rôle à jouer car ce sont elles qui ont le plus grand pouvoir coercitif pour faire en sorte que la tech soit un domaine plus inclusif. Il suffit de nommer la chose pour qu'apparaisse le sens sous le signe. Je vous laisse méditer sur cette fabuleuse citation de Senghor parce que je crois que c'est ça le plus important. Par exemple, quand j'ai écrit cette conférence, j'ai réfléchi à pourquoi j'avais envie de quitter la tech. Le fait de comprendre que c'était un problème systémique qui dépassait ma personne, ça m'a fait un bien fou. Révéler le contrôle social informel, ça a été ma première étape pour faire la paix avec ce que j'avais vécu, avec l'exigence dévorante qui me pourrissait la vie. Révéler le sens de tout ça, ça redonne du pouvoir. Donc la première des choses à faire, c'est vraiment d'identifier les techniques. Quand on fait partie d'un groupe social dominé, ça permet de prendre du recul, ce qui permet de diminuer les impacts sur soi, car on arrive à replacer l'impact de la phrase sur la personne qui nous l'a dite. Ça permet aussi de trouver des réparties. Par exemple, quand quelqu'un vous fait une blague sexiste, n'hésitez pas à la faire répéter plusieurs fois. Comme ça, elle se rendra peut-être compte qu'en fait, c'était pas vraiment une blague et que c'était vraiment pas très drôle. Identifier les techniques, ça permet aussi de ne pas les utiliser quand on est en position de domination. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis une femme blanche, hétérosexuelle, et je ne vis pas les autres discriminations, donc j'ai pu me retrouver moi aussi en position dominante. Ensuite, on peut faire cette identification des techniques seule ou accompagnée. Rejoindre une communauté de personnes qui vivent les mêmes discriminations que vous, par exemple, permet de vérifier si cette remarque, ce comportement est déplacé, et ça permet de s'aider aussi sur les réparties. On a créé Women on Rails aussi pour ça, pour avoir un espace à nous où on pouvait parler des étrangetés qu'on vivait en tant que seule femme dans une équipe. Documenter aussi ces phrases permet aussi de remarquer le caractère systémique de la technique et aussi de le mettre tout cela sur un plan factuel pour faire remonter le problème soit à votre manager, soit à votre RH. Ça permet aussi, et je l'ai maintes fois vérifié, de déposer hors de votre cerveau la brutalité de ce que vous vivez, de mettre de la distance.
Rédiger un Brad Doc, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui retrace les succès que vous avez pu vivre dans votre carrière, les phrases positives sur votre travail que vous avez pu recevoir. C'est aussi beaucoup plus que ça, mais en gros, ce que ça va permettre, c'est quand ça va mal et que vous vous posez trop de questions sur ce que vous vivez, ça va vous permettre de vous replonger dans vos réussites. Encore une fois, le principe, c'est d'essayer par tous les moyens d'amoindrir la remarque ou le comportement déplacé qui cherche à vous minimiser. Moi, je suis la spécialiste de la petite voix dans la tête qui dit que je suis nulle. Et bien, depuis que je note au moins les paroles positives à mon égard, quand je me dis que je suis nulle, je me dis qu'en fait, elle n'a pas forcément raison parce qu'un tel ou une telle a dit ça de moi à un moment. Le Braddock, ça permet aussi de voir la trajectoire passée et de voir ce qui nous a plu, pas plu, ce qui permet in fine de réfléchir à ce qu'on a envie de faire quand on sera une vraie développeuse. Faire mon plan de carrière en identifiant clairement les étapes pour y arriver aurait pu m'aider à voir plus clair et à refuser le glue work pour progresser techniquement. Et derrière cette dernière phrase, s'autoriser à faire du code fonctionnel, c'est de se dire que c'est OK, même quand on est reconverti, de faire du code pas beau mais qui fonctionne. Le nombre de fois où je me suis bloquée toute seule parce que j'arrivais pas à écrire du code, parce qu'il fallait qu'il soit parfait, on a une énorme pression en tant que reconverti de faire les choses parfaitement, prouver qu'on a notre place et qu'on a bien compris les codes. On doit surperformer. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je me prendrais moins la tête pour savoir si c'est guillemets double ou guillemets simple et je coderais un truc pourri sur lequel j'itérerais au fur et à mesure. Quand on fait partie du groupe social dominant, c'est là en fait où je vais vraiment vous demander un gros travail d'introspection. Ça commence pour la première, par se poser des questions. Et tant que ce travail n'est pas fait, ça ne pourra pas changer et vous ne pouvez pas prétendre accéder au statut d'allié. Donc les questions, c'est de quel groupe social je fais partie? Quels sont mes privilèges et pourquoi ça me fait mal d'abandonner mes privilèges? Quels avantages j'aurais à faire de la place et comment je fais? Comment je peux faire pour être amélioré allié? Pour ça, pour comprendre aussi ce que le patriarcat fait aux hommes, je vous recommande l'excellente lecture de La volonté de changer de Bell Hooks, qui, moi, m'a fait beaucoup de bien et qui commence aussi à faire du bien aux hommes de mon entourage. C'est vraiment un livre hyper important. Enfin, quand on est une entreprise, réfléchir à sa culture d'entreprise, réfléchir aux bénéfices d'avoir une culture d'entreprise saine et diversifiée, c'est hyper important. C'est aussi important de valoriser le glue work autant que les compétences techniques. C'est important aussi d'avoir un plan de carrière identifié pour les juniors, les middle et les seniors. Pas de glue work pour les juniors. Arrêtez, ça c'est mon avis personnel, d'arrêter les tests techniques pour les postes de management. On ne vous demande pas, quand vous encadrez des personnes, c'est un vrai travail. Et je pense que ça suffit, ça se suffit à lui-même. Et former les managers. Alors, j'imagine que vous vous posez toujours la question, est-ce que je vais quitter la tech? Je ne sais pas. En tout cas, ça me donne, enfin, de faire ce travail-là, ça me donne envie de rester dans la tech, mais je ne sais pas encore comment. J'ai fini, comme ça vous allez pouvoir manger. Cette conférence, elle ne s'est pas faite toute seule. Elle m'a demandé du temps, des recherches, des discussions, des prises de tête. Alors, merci à Sony et Sarah de m'avoir poussé à déposer ce sujet sur Paris Web et d'avoir assuré le service après-vente. Merci à Rémi, mon conjoint, qui m'a filé les punchlines du début et a éprouvé avec courage et abnégation mes atermoiements à la création de cette conférence. Merci à Juliette Odema, qui est là, grâce à qui j'ai découvert l'existence du glue work et des Brad Doc. Et merci aux copines de Cré pour les discussions qui ont permis de mettre en mots mes idées nébuleuses. Et merci à la communauté Paris RB de m'accueillir. Et un dernier merci à Rachel Thomas, qui déjà en 2016 parlait du problème et qui m'a permis d'identifier l'anormalité de ce secteur si excluant et la difficulté d'y faire sa place. Enfin, voilà, vous avez le lien pour les slides. Pour des débats constructifs, je vous demande de jeter un œil à la bibliographie qui est assez complète. Et voilà.